je pense que pour rendre vraiment la structure fonctionnelle, il faut que les membres ici présents puissent assumer ces rôles-là. Voilà, ça c'est par rapport à la composition. Alors, s'il y a d'autres intervenants. Et merci, inspecteur. Donc, c'est de remercier d'abord le consultant. Je pense qu'il a facilité la tâche par rapport à ce qui attend l'assistance pour la mise en place de cet observatoire. Donc, il y a, je pense que je vais commencer par là où vous avez terminé tout à l'heure. C'est pour un peu la structuration. Donc, vous avez dit, quand vous avez dit que quand vous mettez l'IA et le gouverneur, moi dans mes notes, j'ai dit que la mise en place de cela, quand on met le gouverneur, quand on met l'IA, mais c'est l'État. Et quand on met le gouverneur, on met l'IA, l'IA ne peut prendre aucune décision sans l'aval du gouverneur. Et nous parlons d'éducation. Le patron de l'éducation au niveau de la région, c'est l'IA. Donc, dans l'organigramme, l'IA, implicitement, est maître d'œuvre de ce que nous allons faire. C'est mes propositions. Alors, nous mettons l'IA comme président de la structure parce qu'il faut crédibiliser, il faut que tout ce que nous faisons, l'IA doit être au cœur de ce que nous sommes en train de faire. Parce que dans l'entente, Bangali a dit que la société civile vient en appoint par rapport à ce que l'État est en train de faire. Donc moi, je propose que l'IA, président de la structure, le secrétaire, c'est la COSIDEP, qui au nom de la COSIDEP, je ne sais pas, mais la COSIDEP serait là en tant que secrétaire, donc c'est l'élément moteur. Et ensuite, les autres acteurs pourront, n'est-ce pas, en fonction de leur disponibilité, de leurs compétences, parce que les acteurs qui tournent autour de la COSIDEP, chaque structure a une spécificité. Et ça, je le dis comme vous l'avez bien dit à l'entame IA. Moi, je suis membre du CDPE, c'est le comité départemental pour la protection de l'enfant. En sa tête, les présidents, ce sont les préfets. Mais parfois, les préfets n'ont pas le temps de s'occuper de cette structure qui est très importante. Les points focaux, il y a un point focal institutionnel, c'est le développement communautaire ou bien l'action sociale. Et parfois, eux, ils ne peuvent prendre aucune décision sans l'aval du préfet. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, vraiment, je pense que vous avez bien vu IA par rapport à cela. Maintenant, je pense qu'en termes de plan d'action, c'est des activités. Les activités qui nous ont été proposées par le consultant, je pense qu'il n'y a rien de meilleur. Et ça, je lance un appel à la COSIDEP. Parce que c'est une opportunité, à travers ce plan d'action, pour appuyer nos institutions scolaires ici, que ce soit l'IA, que ce soit l'IF. Parce que les goulots d'étranglement au sein de l'éducation, au sein de l'enseignement, c'est ça qui est mis en exergue comme ça. Hein? C'est l'espace scolaire, c'est les équipements, hein? C'est le personnel, n'est-ce pas? Voilà ce qui fait aujourd'hui, qui freine un peu, n'est-ce pas, les performances scolaires dans certaines contrées. Et quand la COSIDEP en fait son cheval de bataille, c'est faciliter un peu la tâche par rapport au plaidoyer que l'IA ou bien l'IF fera au niveau des autorités supérieures. Et nous allons le faire avec la plus grande exigence que cela. Et cela, pour que cela soit très pertinent, je pense que la recherche en sera le moteur fondamental. Alors, il y a une autre question sur laquelle le consultant, je ne sais pas comment on va pouvoir introduire ça, c'est un peu parler de la gestion démocratique au niveau des écoles. Il faudrait, qu'à mon avis, voir, je ne sais pas comment on va pouvoir niveler tout ça, que ce soit vraiment inclusif. Et ça nous permettra en amont aussi de pouvoir aider, n'est-ce pas, certains déficits, n'est-ce pas, par rapport à la situation de certaines écoles.
si nous sommes réellement bien impliqués dans la gestion au niveau de la base comme au niveau du sommet, je pense que la décentralisation, parce qu'on parle aujourd'hui de beaucoup d'abris provisoires ou bien des édifices qui ont été commencés et qui ne sont pas encore terminés jusqu'à présent. Ça veut dire que quelque part, je me dis que si la décentralisation était réelle et effective, les marchés qu'on donne, par exemple, à des entrepreneurs qui ne sont pas de la région, si c'était réellement décentralisé, tout se fera au niveau de l'IA ici. C'est l'IA qui va pouvoir choisir les entrepreneurs avec, n'est-ce pas, les acteurs locaux qui sont, n'est-ce pas, au niveau de sa circonscription. Donc je me demande comment le consultant pourra prendre cela en charge, que ça soit un aspect, n'est-ce pas, au niveau de cela. Donc vraiment, je remercie toute l'assistance par rapport à cela. Merci. Merci Ia. Merci pour la disponibilité et la présidence. Et on sait que vous venez d'une réunion, vous avez été fatigué. Merci aussi à la présidente pour la rencontre. Maintenant, je ne sais pas trop parce que je viens représenter l'IF, donc je dois avoir un discours institutionnel devant une réalité qui est là tutu. L'observatoire de la qualité, parce que nous, le concept n'est pas nouveau chez nous. On a les observatoires au niveau des écoles. C'est la raison pour laquelle quand j'ai vu la composition et surtout la structuration, bon, je me disais que, voilà, comme l'IA l'a dit, heureusement, que la meilleure manière d'endiguer ce truc, c'était de mettre des gouverneurs et des préfets. Et maintenant, au-delà du fait que tout ça doit revenir à l'IA au niveau régional, mais il faut une place importante pour les collectivités territoriales. Je n'ai pas vu ici le conseil départemental. Hein? Ils ne sont pas invités. Ils sont invités, ils sont là. Voilà, j'ai pas. Voilà, ils doivent être là. De toute façon. Voilà, non, lui c'est le collègue ouvert. Non. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut dire là, et puis regardez, persistance des abris provisoires. Ce n'est pas à l'IA de construire des classes. L'IA n'a pas dans son budget la construction de classes. Ce n'est pas à l'IA d'équiper des salles de classe. Ce n'est pas à l'IA de désherber, ou bien à l'IF de désherber une école pour que les apprentissages démarrent. C'est à la communauté de le faire. Et la communauté ici représentée par les collectivités territoriales. Si les collectivités territoriales ne sont pas là, bon, on peut faire des discours. L'année dernière, il y a un maire qui nous a dit hey, lila les jox. C'était pour la riposte, la reprise. Voilà, lila les jox. Et le reste maintenant, ils l'ont mis au niveau des mosquées et autres. Parce que c'est là où se trouve la communauté électorale. C'est eux qui votent. Nous ne votons pas. Donc, il faut que les collectivités territoriales soient là. Mais aussi, si les collectivités territoriales sont présentes et qu'il n'y ait pas une pression sur eux lors de l'élaboration du budget et de l'exécution, rien ne sera fait. Dans cette salle, l'année dernière, au mois de novembre, on a élaboré ici, Madame est là, un très bon plan de développement éducatif pour la commune de Tambacounda. Aucun point n'a été exécuté. Dernier point exécuté, monsieur le maire, vous êtes là.
Voilà, alors que le maire s'était engagé. Voilà. On ne peut pas avoir une école dans la commune de Tambacounda. Les salles sont construites et les enfants s'asseyent à même le sol. C'est ça règle l'intro. Et je parle de Tambacounda où le bois ne coûte pas cher. Xana au moins. Mais des planches de Khalejiki, ça se trouve là, derrière l'IA. En brousse. Et des situations comme ça, on en trouve en brousse. Voilà, il faut que les collectivités territoriales soient impliquées. À l'image de ce que le conseil départemental de Goudiri a fait et qu'il faut saluer avec UNICEF. Voilà. À l'image de ce que fait le maire de Niani Couleur, qui a fini d'équiper toutes les écoles de sa commune en solaire, énergie solaire. C'était l'un des nôtres. Voilà. Parce qu'il y en a qui travaillent, il y a là où les lignes bougent. Mais malheureusement, ça ne fait aucun bruit parce que la presse n'est pas présente. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a, pour la composition, pour que ça soit efficace, il faut qu'on je ne dis pas qu'on enlève, mais en tout cas qu'on mette à la tête l'autorité académique au niveau région et qu'au niveau département, qu'il y ait du répondant. Donc un observatoire départemental. De l'observatoire départemental, on va vers les deux observatoires locaux, c'est-à-dire au niveau des communes. Là, au moins, on pourra collecter des informations, les traiter et aller vers des rapports régionaux qu'on peut présenter devant les autorités administratives. Voilà. Comme l'a dit le facilitateur, il a évoqué ici un rapport qu'on a présenté devant le gouverneur, ça ne fait même pas 2 ans, sur les infrastructures. Voilà. Donc, pour la composition, c'était ça. Donc, une place importante doit être réservée aux collectivités territoriales et que maintenant, les réunions, la périodicité des rencontres, par exemple, pour que ce ne soit pas trop lourd, les rencontres régionales soient à 2 en début d'année, et non, à 3 en début d'année, à la fin du premier semestre et en fin d'année. Donc ça nous fait 3 rencontres. Donc une rencontre d'élaboration, de programmation, une rencontre à mi-parcours et une rencontre d'évaluation. Pour maintenant, les observatoires départementaux, on peut avoir des rencontres trimestrielles tous les 3 mois, qu'au niveau de l'IF, qu'il y ait une rencontre de l'observatoire pour traiter des questions. Maintenant, au niveau local, commune et ça, on peut par exemple à la fin de chaque mois essayer de voir comment faire réagir le bureau. Donc c'est ça IA que je voulais souligner. On a pour le déficit des enseignants. IA. À chaque rencontre, il parle des volontaires au niveau de Tambacounda. Oui, le système de recrutement, comme celui des volontaires, ne fait pas l'affaire, hein, monsieur le maire. Vous allez à Kaboudjara, c'est-à-dire le village le plus reculé de Tambacounda, qui est dans le parc. C'est un Sérère que vous allez trouver là-bas. Il habite vers Joal. Il s'appelle Medjoun. Aucun Tambacoundois n'a jamais voulu rester là-bas pendant une seule journée. Dans le parc, il n'y a que c'est des jobs, des juices, des sacs que vous allez trouver là-bas. Tous les Keita et les Kanté qui étaient là-bas sont sortis. Sont tous sortis.
Et je sais ce que je vous dis. Ceux qui sont restés là-bas, ils ont été affectés l'année dernière, Wararen. Et après 2 ans, ils feront tout pour voir monsieur le maire. Monsieur le maire va appeler l'IF pour voilà, on va le rapprocher. Ça ne fait pas d'affaire. Ce que je vois, c'est ce qui a été décidé lors de la rencontre sur la fixation des enseignants. Nous voulons rester. Je dis nous parce que j'en fais partie. Nous voulons rester. Mais qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui va me retenir si je dois continuer mes études? J'avais annulé au niveau de l'université, je veux continuer. Et je dois continuer. Qu'est-ce que je vais faire? Abdoulaye Sissoko, qui était à Sissekunda, à la frontière avec la Gambie. Vous avez vu ce qu'il... Voilà. Hein? Vous avez vu? Qui vient me dire, inspecteur, j'ai déjà le Master 1 et j'ai l'attestation de passage au Master 2. J'avais négocié avec le formateur, comment s'appelle encore, le professeur. Maintenant, cette année, il faut que je présente mon soutenance. Et je ne peux pas le faire en étant dans ce bled-là. On est obligé de le rapprocher vers Maka où il y a de l'électricité. Et prendre un serrure et le mettre là-bas. C'est ça la réalité. Donc, il y a les mouvements, mais il y a les interventions politiques. Les proches des politiciens ne sont plus dans les classes. Et malheureusement, ils sont sous-utilisés. Ils sont mal utilisés. Il faut aussi qu'on réfléchisse sur ça. Oui. Merci, inspecteur. Voilà. Merci. Merci, inspecteur. Bonjour tout le monde. Alors, mon intervention est assez simple. Vous avez bien dit que la directrice des ressources humaines était là et vous avez tenu une réunion avec mais jusqu'à présent, le fossé là existe. Même ce que disent les Mandingues, bon, ce n'est pas le caïman qui nous retient, c'est l'eau qui nous retient. Ce n'est pas le caïman qui nous retient, qui nous empêche de traverser le fleuve, mais c'est l'eau qui nous empêche de traverser le fleuve. La meilleure solution, au moins, que le ministre fasse une tournée au niveau de chaque région, même si c'est une fois par an. Mais Serigne Mbaye Thiam, je commence à voir Serigne Mbaye là qui Kalilou Diallo. À ma connaissance, il était venu qu'une fois ici, dès lors il n'est plus revenu. Serigne Mbaye Thiam, moi je l'ai vu qu'une fois au niveau de Tamba ici. C'était lorsqu'on lançait les abris provisoires, zéro abri provisoire à Sarki. Jusqu'il a quitté le ministère, il n'est plus revenu. Et Mamadou Talla, depuis qu'il est ministre, il n'a jamais vu Tambacounda le saisir. Bon, le fait d'envoyer ses collaborateurs-là faire des rapports et le remettre, c'est bien beau, même nous, on aurait préféré qu'il soit en face de nous et on va lui dire alors ce qui se passe. Les abris provisoires, comme a dit Bounama, bon là, pour mettre la toiture, vous n'êtes pas sûr que est-ce que la fondation là a été bien faite. Est-ce que les intermédiaires là ont tout fait, mais le maire de Nianey l'année dernière, il avait voulu toiturer le collège de Yamoukounsine, mais on lui a dit non, vous n'avez pas construit, il faut attendre. Jusqu'à présent, ces élèves-là, ils sont sous les abris provisoires, comme je peux le dire. Ici, l'autre là, l'université
budget du Sénégal qu'on est en train de construire là, sur la nationale 1 là. Jusqu'à présent, ce n'est pas inachevé. Et cette année, lors du vote du budget, le ministre alors de l'enseignement supérieur a dit qu'il fera tout pour achever, mais moi, tant que je n'ai pas vu les mesures, je ne vais pas y croire. Notre président, Bakary Badiane, on a une fois invité à la télé pour dire que oui, l'État a mis 125 milliards pour la suppression des abris provisoires. Il leur a dit, écoutez, je ne peux pas applaudir ni approuver en attendant de voir de mes yeux parce que ça a été un slogan qui est de tout temps. Les abris provisoires, c'est vraiment nécessaire. Nous, parents d'élèves, on le sait parce qu'une école qu'on vient d'ouvrir tout de suite, on ne peut pas construire tout de suite. Mais on a bien dit provisoire et non éternel. Ici, les abris, ce sont des abris éternels, ce ne sont pas des abris provisoires. Et aussi, les entrepreneurs qui viennent, pour moi, les entrepreneurs alors qui viennent là, ils viennent de Dakar. Personne ne sait leur adresse. Ils font, ils s'en vont. Bien fait, mal fait, et souvent c'est mal fait. Monsieur Dambélé, qui est enseignant à l'école Salamakasi, s'il est là aujourd'hui pour me témoigner. Lorsqu'on était ensemble dans le Saraya, il y a eu 2 classes qui ont été construites à Sansamba. À la première tornade, tous les murs là étaient tombés à l'intérieur. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. On a ramassé les tôles là à 5 km du village. Vous croyez que ça c'est du sérieux? Parce que si normalement on doit construire, les autorités administratives, les services déconcentrés, les parents d'élèves, et même le chef de village ou le délégué quartier, les autorités territoriales devront être impliquées à suivre les travaux. Mais si on laisse les gens là faire ce qu'ils veulent, camarades, nous on n'est pas encore sortis de notre peine. Et pour la gestion du personnel, c'est très simple. Les enseignants, ils veulent se former. On a bien dit que notre université a posé la première pierre en 2004, qu'on doit ouvrir en 2007. Donc nous sommes aujourd'hui en 2020, jusqu'à présent, rien n'a été fait. Et si on n'a pas essayé d'instaurer encore une prime, à mon avis, je ne dis pas que c'est obligatoire, mais à mon avis, il faut qu'on crée des systèmes pour pouvoir recruter les enseignants là ici, sinon ils vont toujours continuer à partir. Comme a dit M. Watt, c'est bien vrai, moi j'étais dans ces zones-là, mais vous trouvez peu de Mandins comme moi qui sont là-bas. Ce sont les Sérères souvent qui sont là-bas. Ah oui, ce sont les Sérères qui sont là-bas. À Kabouyara, comme il a dit, c'est un village de à 180 km de Tamba. Mais là-bas, c'est pas tout le monde qui peut vivre là-bas. Mais les Sérères ont accepté de rester là-bas. Ça vraiment, nous, en tant que parents d'élèves, voilà des gens qui méritent d'être récompensés et qui méritent alors des gens aussi alors qui font le travail correctement. À Goudiri, les élections passées, vraiment, les enseignants ont fait preuve d'une maturité. Il a plu. Le véhicule ne peut pas se rendre dans le bureau où ils sont affectés. Ils ont pris tout le matériel, ils ont porté sur leur tête, ils ont marché pour aller faire voter les électeurs. Vraiment, les enseignants méritent vraiment une considération, ça que j'ai à dire merci. Bonjour à tous. Il y a un de mes formateurs qui nous disait il y a 3 sortes d'enseignants. Quand je faisais ma formation en codage, je pense que c'était en 2001, il disait il y a certains qui
viennent dans l'éducation par vocation. Il y a certains, c'est juste une porte de sortie. Ils viennent, ils s'en vont. Et il y a le dernier cas, c'est des gens qui, au moment de l'entrée dans le métier, ils n'avaient aucune vocation ni aucun intérêt, mais c'est par la suite qu'ils vont épouser le métier. Si vous prenez un gars, vous le mettez à Kabou Diara, et qu'il a vocation de partir, je pense qu'on va perdre cet élément-là. Il faudrait qu'aujourd'hui, que l'État puisse décentraliser le système de recrutement, comme on le faisait avant. Que les IEF, que les IA organisent eux-mêmes ce concours-là. Je pense que c'est la meilleure solution pour régler le problème de déficit. Ensuite, comme l'a dit l'inspecteur Wadé, je pense que c'est trop politique maintenant. C'est trop politique. On fait sortir qui on veut, on met qui on veut dans les classes. Aujourd'hui, il y a des malades qui sont dans les classes, qui tombent tous les jours. Tous les jours. Et jusqu'à présent, au moment où je vous parle, ces gens-là n'ont pas eu encore d'OS pour sortir. Et c'est des gens qui ont un dossier médical solide, pour vous dire. Alors, l'autre aspect, je pense qu'il y a une année où je l'ai dit à l'inspecteur qui était là, Nyan. On parle de la qualité. On parle de confort, surtout la qualité. Mais pour qu'il y ait qualité, il faut que les gens y mettent les moyens. Je ne parle pas simplement de moyens financiers, mais il faut que l'environnement soit approprié, adéquat par rapport à cela. Si on n'a pas un environnement qui est approprié à cela, on n'aura pas un enseignement de qualité. Si le climat social n'est pas apaisé dans nos écoles, que les chefs d'établissement, que les principaux, que les proviseurs sachent que parfois il y a le social qu'il faut privilégier, je pense que toujours ce problème-là demeurera. Alors, parfois il est bien quand même de faire un peu souffler les gens. À Tamba, au mois déjà avril, mars, avril, mai, il fait 45 degrés. Vous allez dans les écoles, ce sont nos enfants qui boivent l'eau du robinet. Et cette eau-là, elle est à une température que les gens ne peuvent même pas. Nous, même pères de famille, on n'ose pas le faire. Et on veut demander aujourd'hui qu'il y ait qualité dans ces écoles-là. Ce n'est pas possible. Vous allez dans nos classes aujourd'hui, les enfants s'asseyent à 3, 4 au niveau de l'élémentaire. Aujourd'hui, les gens continuent toujours à continuer avec les classes à double flux. On travaille de 8h à 13h30, de 15h à 18h30, du lundi au samedi. Mais un enseignant qui travaille du lundi au samedi, il n'a même pas le temps de se reposer s'il fait bien son travail. Mais comment vous voulez qu'au fur des années, que cet enseignant-là soit productif et qu'il mette encore de la qualité? On ne peut rien attendre à cet enseignant-là, grand-chose. Donc je pense qu'il faudra encore revoir beaucoup de choses. Il y a tellement de questionnements dans ce système-là que les gens doivent se poser. Et malheureusement, à chaque fois on est là, on parle de qualité, on parle de transparence. Malheureusement, ce n'est que des propos qui sont là. Mais réellement, quelle est la faisabilité aujourd'hui? Quelle est la praticabilité? Est-ce que les gens sont en train de le faire? Est-ce qu'il y a un suivi? Nous qui sommes là, presque 20 ans dans les classes, est-ce que nous avons toujours ces encadrements dont nous avons besoin? Non, parce qu'ils disent que nous sommes des doyens. Alors qu'on doit toujours être en perpétuelle quête de savoir, qu'on doit être toujours suivi. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse parler de qualité, il faut régler ces questionnements-là d'abord. Ensuite, les compétences entre la mairie et le conseil départemental. Le conseil départemental qui n'est jamais là. On ne sait même pas à qui aujourd'hui se vouer. Parce que quand on va là-bas, on leur demande, ils nous disent que non, ce n'est pas dans nos compétences, il faut vous rapprocher un peu de la mairie de Tamba. La mairie, c'est de même. La mairie. Adja Aïda Mbaye, qu'on appelle école municipale, qui ne reçoit aucune dotation pratiquement de la mairie de Tamba. Préscolaire municipale de Madamba, la même chose. Absolument rien du tout. Toutes les charges sont soutenues par l'association des parents d'élèves et les inscriptions, les mensualités. Comment maintenant les gens peuvent nous parler aujourd'hui de qualité? Je pense que vraiment, il faut, comme
qu'on puisse encore régler beaucoup de choses, que les gens puissent quand même mettre cet observatoire-là en place, que les gens puissent travailler et qu'on puisse récolter quand même les difficultés que les gens sont en train de rencontrer dans les établissements pour essayer de voir comment y mettre la qualité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monseigneur. Permettez-moi tout d'abord de saluer la Sainte Académie, Michel le maire, les remercier pour leur disponibilité. Féliciter également Bangali Diallo pour la qualité de sa présentation. Encourager la procédure dans son combat pour une école sénégalaise de qualité. Ceci dit, j'ai quelques préoccupations. La première s'articule autour des abris provisoires et des chantiers inachevés. La question a été assez soutenue par mes prédécesseurs, mais j'aimerais quand même poser une assertion. Quelle perspective et quelle posture devrions-nous adopter par rapport à ces abris provisoires et par rapport à ces chantiers inachevés? Pour ce qui est des chantiers inachevés, certains de nos collègues s'aventurent à mettre une charpente afin d'en faire des classes fonctionnelles, plus ou moins fonctionnelles. Mais je crois qu'ils mettent en danger et la vie des élèves et leur vie. Puisque la question de la solidité de certains chantiers a été évoquée. Et il n'est pas rare que vous fassiez un tour dans ces écoles et que vous trouviez les murs à terre. Donc, s'aventurer un matin à mettre une charpente, sans avoir au préalable consulté un technicien, je crois que c'est s'exposer à des difficultés. Et là également, il faudrait sensibiliser le plus rapidement possible, le plus loin possible, afin que ces pratiques-là puissent être adossées au moins à des conseils techniques. Je crois que dans les académies, il y a un CTR, un conseil technique régional, qui peut en ce sens leur apporter sa partition. Pour ce qui est de la structuration, Bangali, dans sa présentation, a coupé la poire en deux. D'autant plus qu'il est possible de faire des autorités, des présidents honoraires. Je pense que nous pourrions choisir d'autres acteurs pour la mise en œuvre des actes ou bien des leviers que nous allons aujourd'hui mettre en place. Il ne sert à rien de mettre en place des comités non fonctionnels qui vont finir dans les tiroirs. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce qu'ils ont une charge de travail qui ne leur permettrait pas de faire fonctionner, comme nous le souhaitions en tout cas, ces comités ou ces structures. Donc je crois en faire des présidents honoraires ne serait pas une mauvaise chose et cela nous permettrait d'être assez fonctionnels. Pour ce qui est de la gestion des ressources humaines, nous sommes dans une république. Nous devions fonctionner, nous devions penser république. Il ne s'agit pas de régionaliser quoi que ce soit, mais de penser en tant que citoyen sénégalais et faire de la place à tous les Sénégalais. Je crois que c'est ce qui nous ferait aller de l'avant, c'est ce qui nous ferait gagner davantage. Sinon, ça va amener à des tiraillements, comme cela a été le cas tout à l'heure, pour dire que c'est un tel qui va, un tel autre n'y va pas. Je crois qu'il faut convaincre les gens et leur dire qu'ils sont des Sénégalais. Ils peuvent servir leur pays partout où le pays a besoin d'eux, mais pas partout où eux ils veulent être. Mais c'est partout où le pays a besoin de vous. Je crois que sensibiliser de ce point de vue également, chacun de nos enfants, de nos frères, pourront servir ce pays à merveille et ce sera tout bénéfice pour tout le monde. Il est souvent évoqué également la question des départs. C'est vrai, c'est un problème. Mais je pense qu'à côté des départs, il y a souvent des sorties, des arrivées. Si la question de la stabilisation n'est pas possible avec les départs,
je crois qu'il faudrait revoir la question au niveau des sorties des écoles de formation. Parce que dans un premier temps, pour les sorties des écoles de formation, affecter 50 à Dakar, 50 à Tambra, 50 à Ziguinchor, je crois que ce ne serait pas une discrimination positive. Alors que pour les débutants, partout où vous les affectiez, généralement ils y vont. C'est vrai qu'il y a des exceptions. Mais en général, au début, nous acceptions de servir partout. C'est avec le temps que nous nous sclérisions, mais je crois qu'au début, pour ce qui est des sorties, il serait assez possible, assez loisible de les affecter dans les régions périphériques, comme il a été dit tout à l'heure, comme Tamba, Ziguinchor, Kolda, Matam, Podor et autres. Mais pour cela également, il faudrait que nous ayons des collectivités locales qui s'approprient la question, mais également les associations de parents d'élèves qui montent assez souvent au créneau. Parce que la chose ne se fera pas d'elle-même. Il faudrait que par derrière, qu'il y ait des gens qui poussent, des gens qui soutiennent, des gens qui accompagnent, pour que nos écoles puissent avoir, à défaut d'avoir le personnel adéquat, que nous ayons quand même le personnel nécessaire. Parce qu'une personne dans une école à 3 niveaux, ou bien un collège avec plus d'abris provisoires, ou un collège où un professeur de mathématiques SVT fait parfois langue, je crois que c'est à déplorer, c'est vraiment à déplorer. Et il faut se battre pour que cela, à défaut de cesser, que cela baisse considérablement, et que les abris provisoires également baissent considérablement, et que les chantiers inachevés cessent. Merci beaucoup. Yeah. Chers collègues, chers parents, bonjour. Je vous présente d'abord, c'est Gabriel Djibril Baror, coordonnateur du collège Est et coordonnateur des collègues du département de Tamba. Alors moi, je vais prendre la parole au nom des collègues connectés. Parce que comme étant le coordonnateur, souvent je reçois beaucoup de problèmes qu'ils me posent pour être l'intermédiaire et leur prendre parole auprès de l'IF. Alors, on parle de qualité de l'enseignement. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'enseignant soit dans de très bonnes conditions, que l'apprenant aussi soit dans de bonnes conditions, pour que quand même les résultats de Tamba, puisque chaque fois nous sommes derniers pratiquement au CEAP, du moins au CFE, au niveau de la région. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Le premier problème aujourd'hui auquel nous sommes confrontés, c'est le problème des tables bancs. Tout le monde le sait. On a dit qu'il y a une école où les élèves s'assoient par terre. Mais nous, dans nos classes, nous avons des élèves qui s'assoient à 3 à 4. Et nous sommes avec la pandémie. Nous avons des classes double flux qui nous font 120, 130, comme chez moi. Le maître, il a 2 corps de 65. Et avec peut-être 20 tables. Avec ça, dans ces conditions-là, comment faire réussir l'apprenant? C'est très compliqué. Les toilettes. Des écoles qui n'ont pas de toilettes. Ou des écoles qui en ont et qui n'ont pas de point d'eau. Des écoles où il y a peut-être 2 boxes pour les filles, 2 boxes pour les garçons. Chez moi, j'ai un effectif de 1400 élèves. Et les filles ont 3 boxes, les garçons 3 boxes. Et dans le protocole sanitaire avec la Covid, on nous dit que les élèves ne doivent pas nettoyer les toilettes. Et il n'y a pas de moyens mis pour avoir une dame de charge qui puisse rendre les toilettes propres. Alors quand tout ce monde-là passe dans les toilettes, où il y a peut-être un point d'eau certes, mais qu'il n'y a pas la possibilité de nettoyer régulièrement, quand la direction et le CGE ne sont pas très entreprenants, vous voyez ce que ça donne. C'est des toilettes qui existent en réalité, c'est des bâtiments, mais qui ne sont pas praticables.
Ça aussi, vraiment, j'aimerais bien. Et j'entends très rarement que la mairie a construit des toilettes dans telle ou telle autre école. Ça, ce problème-là est laissé en rade. Il faudrait qu'on pense à cela. Parce que beaucoup de filles, surtout les filles, abandonnent parce que simplement, elles n'ont pas les conditions quand elles voient leurs règles, par exemple. Elles sont obligées d'aller à la maison et de ne pas revenir. Et si par malchance, elles salissent leur paille ou leur robe, mais elles ne reviendront plus. Parce que ça leur pose un cas de conscience. Il faudrait vraiment qu'on y pense. C'est important. Les fournitures, la mairie nous a habitués à nous remettre des cahiers, des ardoises, des bibles. Et nous, au niveau des collectes de la commune, nous avons toujours dit que c'est bien, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous travaillons avec la machine. Nous tirons les épreuves que nous donnons aux enfants. Et alors, quand l'école n'a pas d'électricité, ou quand elle a de l'électricité, elle ne peut pas avoir une machine pour tirer, pour imprimer, pour donner aux élèves, depuis le CI jusqu'au CM2, les évaluations de composition, ça pose problème. Nous continuons à écrire au tableau, les enfants exécutent, mais ce n'est pas toujours évident. Parce qu'aujourd'hui, nous dans les petites classes, c'est des dessins, c'est des formes, et donc souvent, le maître ne peut pas vraiment faire ça dans chaque cahier, surtout quand il a un effectif prétenu. Donc nous nous demandons vraiment à ce qu'on donne des réseaux. Un réseau pour chaque collecte. Il y a 3 collectes dans la commune. Et ainsi donc les directeurs passeront et pourront faire leur tirage tranquillement et travailler à l'aise avec leurs élèves. Pour les enseignants même, le personnel. Bon, certains ont dit, oui, on ne parlera pas de régionalisme, de CRR, de Barbara. Le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est l'utilisation qu'on fait de ces enseignants. Vous trouvez dans une école double flux 12 enseignants. Point. Vous allez dans une autre école, vous trouvez une école à flux simple, 12 classes, où il y a 14 enseignants ou 15. C'est le problème. Et des effectifs de 30. Comment dans la commune, et avoir des effectifs de 30? Pourquoi pas fusionner les deux classes de 30, ça fait une classe de 60, et prendre ce maître-là et l'amener ailleurs? Moi, je me suis toujours battu pour ça. Dans la commune, il y a des écoles qui n'ont pas 35, dans des classes où il n'y a pas 35 enfants. Alors que chez moi, où vous allez à plateau 2 ou à plateau 1, c'est des effectifs, c'est des groupes de 60. Des cotes de 60-65. Ce luxe-là aussi, il faudrait qu'on y pense. Et malheureusement, au moment de classer les écoles, quand nous, double flux, avec 1000 et quelques élèves, nous avons 70%, l'école là-bas qui a peut-être en tout et pour tout 400 élèves se retrouve avec 90%, on dit que oui, félicitations, on vous donne une lettre, et maintenant les autres, ça frustre nos enseignants. Parce que malgré ces conditions dans lesquelles nous travaillons, nous arrivons à faire de très bons pourcentages. Et c'est important à noter. Sinon, ça frustre. Sinon, on avait leurs conditions de travail, on aurait fait 100%. Autre chose, les enseignants. Aujourd'hui, on dit qu'il y a beaucoup d'enseignants malades. Certes, mais il y a certains, ils ne sont malades que quand ils sont dans les classes. Il faut qu'on le dise. Dès qu'on les sort des classes pour les envoyer à l'inspection ou à la surveillance, mais ils sont guéris. Parce que simplement, ils sont malades, mais ils n'ont pas de dossier médical et ils ne veulent pas aller en commission. Ces gens-là qui sont malades, envoyez-les en commission. Comme ça, on va savoir si réellement ils sont malades ou ils ne le sont pas. Et ensuite, il y a plein de jeunes enseignants qu'on enlève des classes pour les mettre dans des postes, voilà, soit à la surveillance ou bien dans les bureaux, dans certains services. Et nous, nos classes là, on laisse là-bas des vieux, des malades. Des gens qui ont fait 30 ans et qui ont la crainte. Certains ont fait 10 ans ou moins de 10 ans, on les sort. On dit, oui, bon, on te met au bureau. Et souvent même, on n'a pas de bureau. Pourquoi ça? Pourquoi des jeunes valides sont là dans la rue, ils ne sont dans aucun poste? Parce que simplement là où on les a acceptés, ils n'ont pas de siège là-bas, ils n'ont pas de bureau là-bas. Alors ils sont dans la ville, ils errent, pendant qu'il y a des vieillards qui ont fait 25 ans, 30 ans de métier, qui sont toujours maîtres créants. Pourquoi c'est injuste? Est-ce que ces gens-là sont meilleurs que ceux qui sont dans les classes? Et surtout, il y a le problème politique. Quand on connaît quelqu'un qui est bien placé politiquement, mais on te sort des classes.
Ça aussi, c'est un problème. Vraiment. Moi, je crois que pour Tamba, c'est comme un vieillard. Tout le corps fait mal. Et il faudrait qu'on ose se dire la vérité, se regarder en face et essayer de régler les solutions. Merci. Donc voilà, bonjour tout le monde. Je félicite vraiment Bangali pour la présentation, la COSUDEP pour cet observatoire qu'elle va mettre en place. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que vraiment, on avait dit au CRD, il faudrait qu'on fasse des assises régionales, qu'on se dise nos vérités, parce que tout ce qu'on a dit là, l'État est au courant, qu'il y a des manquements d'enseignants, etc., etc. Mais je pense qu'au niveau région, il faudrait qu'on fasse des assises régionales et qu'on puisse nous dire nos vérités, essayer de gérer des problèmes locaux. Et pour ça, donc, je pense que quand on va faire ces assises, je vous dis, donc, pour cela, pour les assises, il faudra que l'observatoire qu'on va installer soit vraiment un observatoire très fort, qui pourra donc voir là où il peut appuyer sur les leviers pour faire marcher les choses. Et donc, comme on a dit, l'IA peut être le président, mais moi je dis qu'il faudrait peut-être lui coller quelqu'un qui pourra l'aider à faire le travail, parce que je sais qu'il est chargé, et si on doit le laisser diriger, ça risque de faire un blocage. Donc il faudrait peut-être chercher quelqu'un, faire un vice-président pour qu'il puisse vraiment faire fonctionner cet observatoire. Et je pense que si vraiment on fait les assises et qu'on touche là où ça fait mal, comme a dit M. Varro, ça fait mal partout, que l'observatoire soit fort, pouvoir porter des plaidoyers haut et fort, crier haut et fort, soit que les gens de Tamba, même la diaspora, les politiques, puissent être amenés à aider, à faire résoudre les problèmes. Je pense que ça pourra aller. Donc c'est ce que j'avais à dire, et que vraiment, que cet observatoire soit un observatoire fort qui puisse fonctionner et puisse appuyer sur les leviers pour faire marcher les choses. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde, je me nomme Diariatou Badiane, je suis la présidente du gouvernement scolaire au Sem Tamba communal. Chères autorités, je vous parle au nom de mon établissement, Sem Tamba communal, dont la principale est ici présente. Depuis l'ouverture des portes de mon établissement en 2014, l'école rencontre plusieurs problèmes liés au manque de moyens. Parmi ces problèmes, on peut citer le manque de professeurs qui nous pénalise, nos élèves, qui sommes en retard par rapport aux autres établissements. Il y a le manque de table-banc dans les classes, ce qui est le cas dans ma classe. Au début de l'année, notre surveillant général est venu dans notre classe et nous a dit que nous, les élèves de 3e, on tenait à vous mettre dans de bonnes conditions. C'est pourquoi on va vous mettre à 2. Mais jusqu'à présent, on s'assoit à 3. Il y a même quelques élèves qui s'assoient dans les tables de professeurs. Il y a la présence d'abris provisoires comme dans beaucoup d'établissements, ce qui diminue le taux de réussite car les conditions ne sont pas bonnes. Il y a la poussière et la chaleur extérieure. Je voudrais aussi mettre le point. Sur le problème d'acte de naissance qui est fréquent dans les écoles. Le problème d'acte de naissance, on voit beaucoup d'élèves qui ont parfois ce problème. Ils ont du mal à se procurer des extraits
l'examen arrivé, il n'y participe pas par faute de ce phénomène. Il y a aussi notre terrain d'EPS qui est complètement détruit. Il y a la présence d'épines partout. Et ça ne facilite pas la tâche à nos professeurs. Je tenais vraiment à ce que ces promesses que j'ai faites aux élèves et aux professeurs de mon école soient tenues. Et je compte sur vous pour améliorer les conditions de travail des professeurs et des élèves. Comme en ce moment, on parle de la Covid qui a fait beaucoup de ravages, je tenais aussi à que mon établissement soit muni de kits scolaires et d'un thermoflash. Merci de votre attention. Merci beaucoup, inspecteur. Je remercie tout le monde. Je crois que la mission de l'Observatoire a démarré, vu les doléances des uns et des autres. Pour la structuration de l'Observatoire au niveau régional, la COSIDEP n'a pas voulu imposer une structuration. Ils ont laissé à l'appréciation de chaque région une structuration. Parce qu'ils disent que les problèmes diffèrent en fonction des régions. Vous voyez que ici, la particularité de Tamba, les gens sont revenus largement là-dessus. Le problème de manque d'enseignants. Parce que nous qui siégeons au niveau du mouvement régional, nous voyons que nous ressentons beaucoup de départs à chaque fois. Les gens ont parlé de faire un recrutement au niveau local. Monsieur l'inspecteur, c'est les fils de Tamba même qui quittent Tamba. Là aussi, il faut que les gens le sachent. C'est les fils qui sont nés à Tamba, grandis à Tamba, qui ont fait le cursus à Tamba, qui quittent Tamba pour aller ailleurs. Donc ce problème ne sera pas facile à régler si nous constatons ce phénomène-là aussi. Maintenant, les autres aussi sont venus sur le problème que rencontrent les nouveaux sortants. Cette année même, 2 nouveaux sortants m'ont contacté. L'un, il doit soutenir sa thèse en histoire. On l'a amené dans la zone de Mac, à 20 km de Mac. On l'a mis en rapport avec moi. Il est venu me voir. Il m'a appelé, il m'a dit, ah, Sohana, on m'a mis en rapport avec toi. Je dois soutenir ma thèse en histoire. On m'a amené dans une zone où on dit que c'est une nouvelle création. Je suis chargé de cours, donc il n'y aura pas de courant, il n'y aura pas. J'ai dit, ok. Pour l'instant, on va rejoindre d'abord, après on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Sénégal oriental soit le combat de tout le monde ici à Tamba. À chaque fois, on le dit, les politiques manquent vraiment leur rôle pour ce qui est du système éducatif à Tamba. Au niveau pour l'affectation des sortants, nous, à chaque rencontre, on disait au maire, il faut que les politiques s'impliquent. Parce que les IEF et les IA ne peuvent rien. Ce qu'ils peuvent faire, c'est donner les statistiques en concernant le manque et le déficit. Mais pour le plaidoyer, ça doit être l'affaire de tous les acteurs, les partenaires du système. Donc, au niveau de la structure, nous avons un représentant dans le bureau qui est chargé de l'observatoire. J'apprécie ce que les gens ont dit, ça veut dire que l'IA soit le président, c'est l'idéal, parce que quand on parle du système éducatif au niveau de la région, c'est lui le patron. Tout ce que nous faisons, tout ce que la société civile fait pour l'éducation, on aide l'inspecteur d'académie. Donc, je suis d'avis pour ce qui a été dit concernant la mise sur pied. Comme je l'ai dit, nous avons, parce que dans notre bureau, il y a des structures. Donc, il y a quelqu'un qui est chargé de l'observatoire au niveau de la COSIDEP. Donc, il sera à votre côté pour que la mission soit plus donnée. Donc, inspecteur,
Tamba souffre. Varro l'a dit, c'est un vieillard. Là où tu trouves, ça fait mal. Déficit d'enseignants, problème d'abri provisoire, mais problème aussi, les gens oublient de table-banc. Parce que quand les élèves sont à 3 ou à 4, s'il y a des problèmes de salle aussi, il y a des problèmes de table-banc. Le collège Abattoir, là où j'étais, lorsqu'on a fait le renseignement, il manquait énormément de table-banc. Qu'est-ce que le principal a fait? Il est en train de faire le tour des autres écoles pour voir est-ce qu'il peut avoir des carcasses pour en faire des tables-bancs. Donc les problèmes sont très nombreux au niveau de la région. Je crois que l'observatoire, vraiment, votre panier commence à être bien rempli. Et vraiment, je crois que vous aurez pas une mission facile à accomplir, inspecteur. Je vous remercie. Mais ce que je voudrais dire, c'est pour seulement dire qu'aujourd'hui, cet observatoire est venu à son heure. Parce qu'en écoutant les intervenants, déjà les problèmes de l'éducation au niveau de Tamba, tout le monde sait ce qui se passe au niveau de Tamba. Et si aujourd'hui on peut rester toute la journée à dire les problèmes qui se trouvent dans le système éducatif au niveau de Tamba, nous n'en finirons jamais. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et les cris de cœur sont sortis. Parce qu'aujourd'hui, on parle de qualité. Si on parle de qualité et qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui manquent dans nos écoles, cette qualité ne peut pas être au rendez-vous. On parle aujourd'hui de table-banc. C'est partout. C'est pas une seule. On parle de ça le 3, mais c'est partout. Moi, une image m'est parvenue dans mon WhatsApp à travers une école de la commune qui se trouve dans la zone périphérique, ici dans Tamba, où la directrice a mis une salle de classe de CI, les enfants sont assis par terre. Donc vous voyez que ça, c'est des problèmes qui sont là. On a parlé du déficit d'enseignants, aussi c'est la même chose, parce que s'il n'y a pas assez d'enseignants dans les classes, la qualité ne peut pas exister dans ces classes-là. Je crois que Varro vient de le dire. Donner un effectif de 130 élèves à un seul enseignant, travailler du lundi au samedi avec dans des conditions très difficiles, pour pouvoir faire sortir de la qualité dans ces classes-là, c'est tout à fait un problème. Mais aujourd'hui, si on parle de cet observatoire qui est là, qu'on doit mettre sur place aujourd'hui, c'est pouvoir régler certains problèmes au niveau local. Surtout c'est ça. Je crois que l'inspecteur Wade vient de le dire, qu'aujourd'hui, on peut générer des ressources aujourd'hui pour pouvoir répondre à certaines questions. Parce qu'on ne peut pas aussi dire qu'on va tout attendre de l'État. Mais que nous qui sommes ici au niveau local, qu'on puisse ensemble réfléchir, voir maintenant quels sont les moyens stratégiques à mettre sur place pour pouvoir régler certains problèmes. Parce qu'aujourd'hui, quand, par exemple, on trouve une salle de classe qui n'a pas de table-banc et qu'on fait l'appel à travers les radios, les médias partout, et que personne ne parvient à donner, par exemple, une suite à cela, je crois qu'en tant qu'acteur de l'éducation, on peut trouver des moyens nécessaires pour pouvoir rendre. Il y a beaucoup de bois à Tamba, comme l'a dit l'inspecteur Wade. Pourquoi pas le comité de gestion de l'école, les parents d'élèves, les élèves même, parce qu'aujourd'hui on voit que les élèves sont là, qui représentent le gouvernement scolaire. Donc quand on parle de gouvernement scolaire, ça ne doit pas seulement se limiter aux enseignements que les élèves doivent recevoir dans l'école, mais que même les élèves en tant qu'élèves qui sont apprenants, ils doivent être au devant de la scène. Ils sont d'abord aujourd'hui les principaux acteurs même de l'éducation, parce qu'aujourd'hui on parle d'eux. On parle de leur avenir. Si on parle de qualité aujourd'hui dans les écoles, c'est pour nos élèves. Si on parle de réussite aujourd'hui, c'est pour nos élèves. Si on parle aujourd'hui de maintien des enseignants dans les écoles, c'est pour nos élèves. C'est parce qu'on veut que ces élèves-là puissent réussir un jour. Donc ensemble, cet observatoire doit nous permettre ensemble, que ce soit la société civile, les autorités académiques, religieuses, les autorités politiques, ensemble qu'on puisse voir maintenant comment on va régler le problème de Tamba pour que Tamba puisse sortir. Parce que je crois que le président de l'association des parents d'élèves vient de le dire, qu'il n'a vu qu'une seule fois l'autre du moins, Serigne Mbaye Thiam à Tamba, qu'il n'a jamais vu Mamadou Talla à Tamba. Mais on doit nous-mêmes en tant que fils de Tamba montrer que nous sommes là. Il y a de ces situations, de ces problèmes que nous-mêmes on peut régler sans pour autant attendre personne. On ne peut pas tout régler.
parce qu'il y a des choses que nous, on ne peut pas régler. Ça, c'est le sort de l'État. Mais que ce que nous, on peut régler au niveau local, qu'on puisse ensemble régler ceci pour qu'au moins que l'éducation puisse aller de l'avant et que Tamba puisse émerger maintenant sur ce plateau du système éducatif. Voilà un peu ce que je voulais vraiment augmenter sur ce que les autres ont dit. Merci. Merci beaucoup. Je crois que les débats ont été très riches. Oui. Vraiment, je m'excuse de prendre la parole à cette étape-là. Donc, je voudrais, donc, à l'entame de mes propos, vous féliciter, monsieur l'inspecteur d'académie, le fait d'avoir accepté vraiment de venir présider la mise en place de cet observatoire. Grand merci, mais aussi féliciter notre consultant maison, M. Bangali Diallo. Je suis en tout cas d'avis que l'observatoire ne sera pas en tout cas une structure de trop. Et qu'en plus de cela, c'est une structure en tout cas qui est venue à son heure. Mais comme l'a si bien dit donc beaucoup d'entre nous, les défis en tout cas sont grands. Quelqu'un a parlé de document de référence, mais ce document de référence, réellement, est-ce que nous l'avons besoin dans la mesure où nous l'avons déjà au niveau de l'IA, au niveau également des IF. Cela veut dire que les difficultés donc de l'école, nous les maîtrisons très bien. Donc ceci étant, tout récemment, nous avons rencontré en tout cas l'IF, que nous saluons au passage, M. Michael Diop. Mais j'étais en tout cas un peu surpris, en tant qu'un acteur du système éducatif, d'avoir entendu comme quoi que la problématique donc, des clôtures, mais aussi des points d'eau, en tout cas, à leur niveau, en tout cas, ne trouvent pas de solution. Que, en tout cas, même au niveau national, c'est des problèmes, en tout cas, qui sont entre parenthèses, qui sont en tout cas mis en parenthèse pour l'instant, pour plusieurs raisons. Parce que peut-être que les priorités sont ailleurs. Mais là, en tout cas, je dis que il va falloir revoir cette situation. Parce que surtout les écoles, en tout cas en milieu rural, pour la plupart du temps, c'est des écoles qui sont dépourvues et qui n'ont pas de clôture, mais aussi qui n'ont pas de point d'eau réellement, dans la mesure où jusqu'à présent, on est en période de Covid-19. Donc, cela veut dire que la salubrité doit être en tout cas de mise, doit être en fait au premier plan. L'autre chose également, certains l'ont déjà évoqué, c'est surtout par rapport à la réalisation donc, de l'Université du Sénégal oriental. Donc là, je pense très sincèrement que ça doit être une surpriorité pour l'observatoire qui sera mis en place aujourd'hui. On ne cessera jamais de le dire. En tout cas, au niveau de Tambacounda, chaque année, c'est une saignée. Donc, au niveau du personnel enseignant, nous n'y pouvons absolument rien. Nous avons réfléchi, c'est vrai, mais nous pensons objectivement que si nous parvenons en tout cas à nous battre et avoir en fait cette université au niveau du Sénégal oriental, au moins, ce sera un pas de gagné. Et c'est sûr que beaucoup de ressources humaines continueront en tout cas à rester surtout au niveau de Tambacounda. Là où je voudrais surtout terminer, c'est par rapport au programme Zéro Abri Provisoire. En tout cas, jusque-là, il n'y a pas eu d'avancée. Mais là, en tout cas, j'invite l'IA, j'invite également l'Observatoire, donc qui sera mis en place aujourd'hui, pour qu'on puisse avoir au moins la situation objectivement. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de la région? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste également d'être fait? Donc là aussi, c'est le travail de l'Observatoire. Donc nous les attendons en tout cas donc, sur le terrain pour voir les résultats. Mais très sincèrement, avec le recul, nous avons foi à cet observatoire et nous prions également pour la réussite de cet observatoire. Merci. Voilà, merci beaucoup. Donc je disais que
les débats ont été très riches et eu égard aux nombreuses remarques ou sollicitations, je me dis que donc, la mise en place de cet observatoire est à la fois opportune et pertinente. Parce qu'à travers les différentes interventions, je vois beaucoup de choses que l'observatoire devrait pouvoir porter et essayer en rapport avec les autorités, avec les autres partenaires, d'y trouver des solutions. C'est vrai que par moment, nous avons un peu dévié de notre objectif, qui était surtout de se focaliser sur vraiment la structuration, les missions et autres de l'observatoire. Mais c'est pas mal parce que déjà, ça permet de savoir quand même quelles pistes l'observatoire pourrait explorer dans le cadre de ses activités. Maintenant, par rapport à la structuration, en fait, bon, moi j'estime que ça, nous sommes en face d'un cadre que la société civile veut mettre en place. Et je crois que ce serait un peu maladroit de faire figurer que ça soit le gouverneur ou bien l'IEF dans le bureau. Pour la bonne et simple raison que nous sommes des institutionnels et nous serons certainement appelés des fois soit à arbitrer ou bien peut-être à recevoir certaines plaintes de l'observatoire, et il est évident qu'on ne peut pas être à la fois juge et partie. Donc là, ça pose problème. Moi, je pense que la solution la plus indiquée pour la présidence, c'est de trouver vraiment une forte personnalité de la société civile qui se distingue par sa crédibilité, son sérieux, son engagement pour diriger l'observatoire. Ça, c'était vraiment par rapport à la structuration. Maintenant, sur les autres questions qui ont été agitées, elles sont nombreuses. On a parlé de déficit de personnel enseignant, déficit de tablement, nombreux abris provisoires, etc., déficit de points d'eau, de toilettes. Et ça, franchement, je vous dis que c'est un peu partout les mêmes problèmes qui se posent dans tout le pays. N'est-ce pas? Parce que aussi, des fois, dans la gestion d'un État, il faut opérer des choix. Et je pense que quelque part, peut-être c'est le choix fait par le Sénégal qui explique cela. Parce que dans certains pays, les gens ne se fatiguent pas. Ils enrôlent le nombre d'enfants qu'ils peuvent enrôler. Le reste, on les laisse à eux-mêmes. En réalité, c'est ce qui a justifié la politique de recrutement des volontaires et des vacataires à l'époque. Parce que nous étions sous ajustement structurel, il n'y avait plus suffisamment de ressources pour payer les enseignants. Et maintenant, l'option c'était en fait de recruter ce qu'on peut recruter et vraiment les autres enfants qui n'avaient pas la chance d'avoir des maîtres bon, qu'ils attendent ou bien qu'ils aillent voir ailleurs. Mais l'État a préféré, parce que c'était une politique pour en fait diminuer la masse salariale. Et donc, on a conçu la politique des volontaires et des vacataires qui permettait au moins de les utiliser pendant 2 ou 3 ans, vraiment avec, on ne pouvait même pas appeler cela des salaires. Cela a permis d'éviter la rue à des milliers et des milliers d'enfants. Maintenant, pratiquement, c'est la même chose à peu près qui continue. C'est quoi? Un peu partout, vous avez vu que dans presque tous les villages aujourd'hui,
on a ouvert des écoles élémentaires. On a ouvert des collèges. La plupart de ces collèges ont évolué vers des lycées. Et donc, il faut trouver du personnel pour tout cela. Vous savez qu'en fait, il y a un déficit à Tamba, mais l'allocation de personnel tient toujours compte de ce déficit. Moi, les 3 dernières années que j'ai passées à Ziguinchor comme hier, mais je recevais 5 enseignants ou 6 comme sortants. Peut-être c'est l'union qui avait de plus grands effectifs qui recevait peut-être 10. Mais ici, cette année, moi, je me suis rendu compte que les IEF ont reçu entre 60, 50, etc. Donc déjà, ça, quand même, c'est un plus. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour combler ce déficit. Mais aussi des fois, nous sommes entre le marteau et l'enclume. Parce qu'on parle de gestion démocratique des enseignants et je pense que c'est un principe qui est très cher aux syndicats. Si aujourd'hui vous essayez de retenir des enseignants dans la région ou dans un département, mais vous allez créer un tollé. Autre chose, c'est vrai, il y a des doubles flux et autres, mais là il s'agit vraiment de réaménagements peut-être qui sont nécessaires, mais qui sont laissés à la libre appréciation des IEF. Bon, eux-mêmes, je sais que parfois, peut-être, ils ne sont pas au courant de cette chose, parce que je ne peux pas comprendre qu'il y ait dans une même commune des écoles où on a des effectifs relativement faibles, 30-35 élèves, et qu'ailleurs, on trouve des classes de 100 et quelques élèves. Là, si ça existait, en fait, il faut quand même des réaménagements pour rééquilibrer. Mais aussi, vous savez que ce n'est pas tellement simple. Vous rééquilibrez, vous cassez des classes, vous vous retrouvez avec des groupes qui n'ont pas de salle de classe. Et dans ce cas-là, il faudra maintenant créer des abris provisoires. Vous créez des abris provisoires, vous n'avez pas de tablement, ça devient encore un autre problème. Pour dire que vraiment, les problèmes ne sont pas aussi simples que ça. C'est pourquoi moi je trouve que la création de l'observatoire est pertinente. Parce que normalement, elle devra permettre de sérier les problèmes et essayer de les prendre en charge en fonction d'un ordre de priorité. Et là, vraiment voir localement quelles solutions d'abord on peut apporter tout en informant et en sensibilisant l'autorité. Parce qu'en fait, tout ce qu'on vient de dire, tous les problèmes qui ont été soulignés, en fait, au fond, il y a les informations qui sont disponibles et qui sont portées à l'endroit de qui de droit. Et aujourd'hui, on sait combien il y a d'abris provisoires, quel est le déficit en table-banc, etc. Et pour le table-banc, je pense que peut-être cette année, on va trouver un début de solution parce que je crois malheureusement le directeur est décédé l'autre jour des équipements scolaires, mais il y a 2 semaines, à la télé, il a dit qu'en fait il y a au moins une commande de 350 000 table-bancs pour les écoles. Et en fait, dans le cadre du projet Zéro Abri Provisoire, les classes construites devront aussi être équipées. Ouais, donc je pense que quand même ça, c'est un début de solution. Maintenant, effectivement, dans le cadre du programme Zéro Abri Provisoire, il y a des retards. Ce retard, ce n'est pas seulement à Tamba. C'est un peu partout parce que je crois que c'est plusieurs entreprises qui ont été choisies. Et il y a une entreprise Synergie, en tout cas, à Ziguinchor, je sais que cette entreprise a terminé toutes ses classes et les a livrées. Apparemment, ici, il y a des retards et d'autres même n'ont pas encore démarré. Peut-être elles ont démarré dans d'autres académies. Ouais. Donc, je pense quand même que c'est des problèmes qui vont être réglés progressivement. Maintenant, il est évident qu'il y a beaucoup de difficultés,
Mais aussi, je trouve que c'est vrai que les parents d'élèves sont très éprouvés. Mais aussi, n'oublions pas que dans nos écoles, c'est nos enfants qui y sont envoyés. Et il y a toujours des efforts à faire pour quand même faciliter les conditions d'apprentissage. Je dis que c'est vrai, nous sommes en période de Covid. Dans certaines écoles, il n'y a pas de point d'eau. L'hygiène des toilettes laisse à désirer. Mais quand même, je pense que pour ces questions, on peut ne pas attendre l'État, on peut ne pas attendre l'IEF, mais le comité de gestion de l'école doit être en mesure de quand même trouver des solutions. En attendant que peut-être on ait quand même le point d'eau ou bien... Parce que pour l'entretien des toilettes, moi en tout cas, tout le temps que j'ai été élève, c'est les élèves eux-mêmes qui entretenaient leur propre toilette. Sur le terrain d'éducation physique, il y a des pierres, il y a des épines et autres. Bon, je pense que les élèves qui font l'éducation physique là-bas devraient quand même pouvoir s'organiser dans le cadre du gouvernement scolaire pour pouvoir nettoyer le terrain. C'est vous qui faites l'éducation physique là-bas. Mais si vous attendez Madame le principal, je pense que vous risquez de ne pas... c'est pas elle qui va courir là-bas. Hein. Voilà. Maintenant, même par rapport aux présences du ministre, bon, maintenant il faut dire que à la reprise, lorsque le ministre de la formation professionnelle était là, il était venu au nom du ministre de l'Éducation nationale, parce qu'ils ne pouvaient pas faire eux tous le tour du Sénégal, donc ils se sont partagés les axes. Le ministre de l'Éducation est parti sur un axe, lui il est venu ici, c'est comme si donc c'est le ministre qui était là. Mais en fait c'est vrai que c'est réconfortant de recevoir le ministre, mais dites-vous bien que tout ce que vous allez lui dire, il le sait déjà. Parce qu'on lui transmet régulièrement les informations, les données du terrain. Et ils sont en train de faire ce qu'il faut par rapport à ça. En tout cas, dans beaucoup de situations, je crois que nous, personnel éducatif, personnel administratif, parents d'élèves, on peut trouver des solutions. Ce n'est pas pour rien qu'on a des comités de gestion d'école. Il y a juste 2 ans, je crois, jusqu'à 2 ans, il y a les budgets de fonctionnement qui étaient envoyés dans les comptes des écoles. Il y avait les budgets des contrats d'amélioration de la qualité qui étaient aussi mis à la disposition des écoles. Dans certaines écoles, de bonnes choses ont été réalisées, mais Dieu sait que dans aussi beaucoup d'écoles, ces fonds ont été dilapidés. Ça, moi, je le dis de source sûre, de mes propres yeux, j'ai eu à constater cela. Des centaines de mille ou bien même des millions qui ont été vraiment détournés dans le cadre de certains CGE. Là aussi, vraiment, c'est des choses qu'il faut quand même bannir et travailler à faire disparaître cela. Et pour terminer, vous savez, la question du personnel est compliquée. Parce que on nous dit souvent, on retire des jeunes des classes et on laisse là-bas des vieillards. Mais aussi, vous savez, les services là, on ne peut pas mettre aussi là-bas des vieillards ou bien des gens qui n'ont pas les compétences pour être dans ces services. Vous avez fait 40 ans de classe, c'est vrai. Mais vous n'êtes pas en mesure de faire fonctionner un ordinateur. On ne peut pas vous mettre à l'inspection d'académie ou bien à l'IEF. Vous serez un personnel de trop. Vous voyez, là aussi ça pose problème. C'est pourquoi aussi, pour certains postes, on cherche vraiment des gens qui ont le profil. Généralement, maintenant, ça peut être des jeunes. Là, on n'y peut vraiment rien. L'autre chose, il y a des malades. Pratiquement tout le monde dit qu'il est malade. Mais vous dites, demandez à quelqu'un de constituer un dossier pour être traduit en conseil de santé, vous ne le verrez plus. Là aussi, c'est un problème. Parce que les gens pensent que peut-être on va les radier ou bien on va les mettre à la retraite anticipée. Or, généralement, ça ne se passe pas comme ça. Ensuite, vous savez, même par rapport au poste, moi je me dis que nous sommes au Sénégal et que quand on est enseignant,
on est appelé à servir sur toute l'étendue du territoire national, quel que soit le poste. Parce que moi je dis, quand quelqu'un fait le concours pour enseigner, il sait qu'il peut être affecté n'importe où. Mais généralement, ils attendent maintenant de sortir, d'être affectés pour dire que voilà, moi je suis malade, moi je dois faire ma thèse, etc. Mais ça, la personne le savait très bien. Donc moi je dis que pour ça, c'est au GIEF d'être très regardant et d'être très rigoureux. Parce qu'on ne peut pas aussi sortir des gens comme ça, les payer alors qu'ils ne font pas grand-chose. Mais maintenant, je pense qu'il y aura un autre cadre plus approprié, comme l'a dit Françoise. Peut-être l'Observatoire va contribuer à cela pour qu'on puisse quand même organiser une ou des rencontres où vraiment on pourra peut-être mettre en exergue tous les problèmes et essayer de voir maintenant de façon partielle comment on pourra peut-être régler ces différents problèmes-là. Voilà globalement ce que je voulais dire. Merci. Nous avons fait l'objet d'interpellations par notamment l'inspecteur et c'est important. Et puis j'ai calculé vos fournitures, je dis non, je n'ai pas. Je ne calcule pas. Donc je vous ai juste fait, compte tenu de ce qui est ressorti un peu, voilà, après je vais expliquer. Ok. Bon, moi je m'excuse de m'être absenté momentanément. Nous devions être présents dans une autre cérémonie, tout aussi importante parce que de haute portée civique quand même, des jeunes qui se sont organisés pour doter un marché de toilettes. C'est important d'aller témoigner auprès de ces jeunes-là, en tout cas notre satisfaction au nom des populations. Nous avons suivi en partie les interventions et une particulièrement, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres après, a retenu notre attention, c'est celle de l'inspecteur Watt. Parce que dans ses propos, il est ressorti avec une certaine véracité qu'effectivement un diagnostic de la situation de l'école dans la commune a été fait, ici dans cette salle, et par rapport à ce diagnostic aussi, des actions avaient été retenues pour être mises en œuvre. Il semblerait que de ce point de vue, rien n'a été fait. Si rien n'a été fait, c'est extrêmement grave. Si quelque chose a été fait, et si c'est en partie, il reste beaucoup de choses à faire. Et à notre avis, je ne sais pas si la période de la Covid avait été retenue dans l'analyse de l'inspecteur. Ça a été une période quand même de parenthèse qui a éprouvé toute la société. Et à un certain moment donné, nous avons reçu des instructions fermes du niveau national pour que toutes les actions soient orientées vers la prise en charge notamment des mesures barrières. Et aussi, comment faire pour lutter contre l'impact économique de la Covid sur les ménages. Ce qui fait que toutes nos ressources ont été mobilisées pour être orientées vers ça. Et il y a certains sociétaires des ASC qui sont dans la salle. Jusqu'ici, elles n'ont pas reçu leurs subventions pour cette année. Il y a des structures qui n'ont pas reçu leurs subventions parce que, effectivement, l'instruction était faite dans ce sens. Uniquement se concentrer sur ce qui permet à l'école de fonctionner dans le cadre de la Covid, à d'autres secteurs de fonctionner dans le cadre de la Covid. Mais c'est un acquis, déjà qu'il y ait un document de référence. Inspecteur, c'est important parce que les outils, quand on les élabore, nous qui sommes là, nous pouvons les élaborer. Il se peut que nous ne le mettions pas en œuvre. Mais ce qu'on gagne, c'est qu'il y a un outil de référence. Je pense que c'est ce qui est fondamental pour nous autres collectivités territoriales. Quand vous venez souvent, quand on nous pose la question, est-ce que dans le cadre de votre plan de développement communal, vous avez ça, ça et ça, est-ce que vous avez un outil qui montre en tout cas votre démarche dans le cadre de la prise en charge de l'école? Déjà, on en a un pour la commune, c'est déjà important que nous mettions ça en œuvre. Ce serait l'idéal, que nous ne le fassions pas, mais l'outil va demeurer
et je pense que les autres qui auront l'occasion de l'exploiter vont l'exploiter. Maintenant, par rapport à la gestion du personnel, tout à l'heure, quand je parlais du volontariat, je n'étais pas en train de dire qu'il faut recruter les gens de Tamba. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit, le schéma du volontariat, c'était que le recrutement se faisait sur place. Les gens étaient formés sur place et ils étaient employés sur place. Tu n'as pas la possibilité d'être recruté au volontariat en son temps sur place et prétendre aller enseigner à Thiès. Au moins les 4 années de volontariat, tu le faisais obligatoirement là où dans l'IEF où tu as été recruté. La chance c'était quoi? L'IEF pouvait identifier ses besoins et d'ailleurs les quotas qui lui étaient conférés c'est en fonction de ces besoins-là. Et ça avait le mérite de résorber un peu le déficit. Quand j'ai dit le schéma de recrutement au volontariat, ça, il est clair, l'inspecteur d'académie a dit, nous sommes tous des Sénégalais, nous sommes appelés à servir partout. Et à un certain moment donné, les gens avaient dit que les enseignants, il fallait rendre les villes attractives. Il fallait créer des conditions pour retenir les enseignants. Même nos parents, les agents de la santé, souvent ce que les gens disent. Mais à l'analyse, ce n'est pas le fait de donner un terrain, une parcelle à un enseignant qui va le retenir. Même si vous construisez une maison pour un enseignant, s'il veut partir, il va partir. Mais le problème c'est quoi? Créer l'environnement qui puisse lui permettre, celui qui était à Sissekunda. Aujourd'hui, s'il y avait l'université du Sénégal oriental, il n'aurait pas besoin forcément de demander un rapprochement et de faire une formation à distance. Et d'ailleurs, si nous revendiquons l'université, c'est parce que nous pensons que s'il y a l'université, au moins les professeurs seront à portée de main, les structures de formation seront à portée de main, et tous les agents de l'État qui sont là, qui sont préoccupés par leur formation continue, peuvent avoir un pied à terre. Donc, c'est un peu des choses qui sont là, mais souvent les gens pensent que le maire doit donner des terrains aux enseignants, et Dieu sait qu'il fut un temps, on cultivait même un champ, on donnait aux enseignants, mais ça ne les empêchait pas le moment venu de partir. Il est même souhaitable que des Diouf soient au fin fond de Fongolembi. Sinon, on n'aura pas la République. La République voudrait que les Kantés se retrouvent au fin fond de Saint-Louis, là-bas. Sinon, si tous les Kantés étaient de ce côté, et si tous les Wad étaient de l'autre côté, il arrivera un moment où, véritablement, la confrontation va s'installer. Et je pense que le Sénégal est une République. Nous connaissons votre situation, mais les politiciens aussi qui agissent. Mais je pense que là, à ce niveau aussi, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je n'aime pas trop cette image par respect aux femmes, mais inspecteur, si vous vous demande de l'aider à faire lutter quelqu'un, si dans votre stratégie vous pensez que ce n'est pas possible,